Bonsoir et bienvenue à l'entretien avec M. Gilles Mascotte. Alors, je remercie M. Dubé et Larose de bien vouloir faire l'entretien avec M. Mascotte. Toutes les activités du Salon du Livre, comme vous assistez présentement, ont été financées et je vous nomme nos commanditaires. Alors, il y a la SEDEC, Padier, le Conseil des arts du Canada, la Ville de Val-d'Or et les Caisses Desjardins de l'Est de l'Abitibi. Alors, sans nos partenaires, ce salon ne pourra se tenir comme il se tient présentement. Alors, bon entretien. Bon, ça marche. Oui, c'est bon. 1, 2, 3, go. OK, bon. Alors, donc, Gilles Mascotte, qui a écrit 2 romans. Il s'appelle Isthme Arctique, 1947, sur le drame des mineurs qui sont morts. En fait, c'est la plus grande tragédie minière du Québec. Et puis, Spirit Lake, 1915-1917, duquel on va parler ce soir. Et on est accompagné d'Éric Larose, qui est conseiller en patrimoine au centre d'interprétation du camp de détention de Spirit Lake à la fin. Bon, alors on commence. On va commencer avec Éric pour qu'il nous situe un peu le contexte, justement, puisque la collection s'appelle Texte et contexte. On va commencer par le contexte, on va continuer avec le texte. Donc, il nous parle un peu d'il y a 100 ans, justement, ce qui s'est passé au camp de Spirit Lake. Alors, pour se mettre dans un contexte, 1867, c'est la Confédération canadienne. On installe le chemin de fer coast to coast au niveau du Canada et on veut peupler le Canada. Donc, pour peupler le Canada, on va rechercher des immigrants, de préférence des immigrants qui sont non francophones, parce qu'on ne peut pas répéter avoir une province francophone de plus. Il y a eu les problèmes aussi avec du côté des affaires avec Louis Riel. Donc, on cherche des immigrants qui sont non francophones et beaucoup d'immigrants vont répondre à l'appel, donc 170 000 immigrants qui vont venir des régions, certaines régions d'Ukraine. Ces gens-là vont venir de bonne foi s'installer au Canada. Le gouvernement canadien va même les encourager, va même subventionner même le transport. On leur promet des terres à leur arrivée. Ces gens-là viennent s'installer de bonne foi, comme je vous dis, avec leur famille ou l'arrivée de célibataires. Sauf que vers les années, juste les années avant la Première Guerre mondiale, dans les années, la crise économique fait rage. Donc, vers qui on se tourne quand il y a des problèmes financiers au niveau national? Ben, c'est vers les strangers, vers les étrangers. Donc, les étrangers ukrainiens ont été pointés du doigt comme étant des gens qui volaient du travail, comme étant des gens qui ont été les premiers à perdre leur emploi. Et pour le malheur de certains d'entre eux, il y avait un certain nombre de ces immigrants ukrainiens qui venaient de 3 provinces qui appartenaient à l'Ukraine, mais qui étaient contrôlées par la Hongrie. Donc la Galatie, la Ruthénie et la Bukovine. Donc les ressortissants de ces 3 provinces-là de l'Ukraine ont été mis sous arrêt. Le gouvernement canadien a installé dans l'ensemble du Canada, durant la Première Guerre mondiale, 24 camps de détention pour les étrangers. Donc, les camps étaient dirigés selon les conventions internationales. Le gouvernement a décrété aussi la loi des mesures de guerre. Donc, on a commencé par arrêter des gens, tous les étrangers qui n'étaient pas naturalisés canadiens, qui n'avaient pas de papier. Et parmi ces gens qui n'étaient pas naturalisés, il y avait une forte proportion de personnes, de ressortissants ukrainiens. Et de ces ressortissants ukrainiens-là, 1200 vont être internés dans le camp de Spirit Lake. Le camp de Spirit Lake qui se situait juste à le village qu'on appelle La Ferme aujourd'hui. Donc, on a transporté le camp de La Ferme, le camp de Spirit Lake. Sur les 24 camps qui ont été construits, qui ont été aménagés, le camp de Spirit Lake est un des camps qui a été construit de toutes pièces. Donc, on a vraiment construit de zéro pour y interner des prisonniers de guerre.
Pendant longtemps, même depuis à peine quelques années, les gens croyaient que c'était de dangereux Allemands qui avaient été internés à Spirit Lake et que c'était vraiment des ennemis de l'État, alors que c'était pas du tout le cas. C'est des gens qui étaient venus pour une très grande majorité, des gens qui étaient au Canada de bonne foi, mais qu'on a arrêtés strictement parce qu'ils étaient des étrangers. Donc, à partir de ça, il y a un ancien détective qui décide d'écrire une histoire avec des noms, à partir des gens qui ont été certains personnages de cette tragédie-là, et il va construire son livre. Alors, j'aimerais savoir, Gilles, comment ça s'est construit, ce livre-là, à partir de quelle base, et après ça, les personnages, le choix des personnages, tout ça. C'est un roman historique. C'est normal que j'ai commencé par faire une bonne recherche. J'ai été chanceux au niveau de la recherche parce que j'ai tombé sur la documentation fort utile, dans le sens il y avait déjà des Ukrainiens qui avaient écrit l'histoire. On parle de Yuri Luhovi qui a fait un VHS sur l'histoire des camps d'internement au Canada pendant la Première Guerre. Ça s'appelle toujours pareil d'ailleurs, Freedom had a Price. Je sais qu'il y a une traduction française présentement qui est disponible. Au niveau de l'écrit, j'ai tombé sur un livre en anglais qui s'appelait L'expérience ukrainienne au Québec ou au Canada. Et puis, là-dedans, il y avait entre autres un texte de Peter Melnicki qui parlait exclusivement de l'histoire du camp d'internement à Spirit Lake. C'est les documents majeurs qui m'ont inspiré. C'est certain qu'il y a d'autres documents. J'ai mis la main sur un article de journal, au journal Le Soleil, je crois, des années 1916, suite à la mort d'un des détenus, qui l'auteur stipulait avait employé le terme camp de concentration. Alors, s'il y en a qui pensaient que les camps de concentration n'existaient pas lors de la Première Guerre, il existait vraiment. Il y a ce journaliste qui avait employé le terme camp de concentration pour désigner Spirit Lake. Et il y a aussi d'autres recherches qui établissent qu'effectivement, Spirit Lake c'était un camp de concentration. Alors, après avoir effectué mes recherches, là, c'était il fallait que je bâtisse un genre dans le milieu littéraire, on appelle ça un squelette. Il faut que je prépare, en fin de compte, chacun des chapitres, chacun des sujets que je voulais traiter, par ordre chronologique, en y mettant les noms des personnages réels. Comme par exemple, la plupart tous les prisonniers dont les noms apparaissent dans le roman historique que je fais revivre, en fait, c'est des noms réels. Au niveau des officiers, les officiers gradés, c'est des noms réels. Il y a un caporal que j'ai inventé un nom, ainsi que 2 soldats. Parce que dans ma recherche, à un moment donné, il y a plusieurs années, qui avait déclaré qu'il s'était fait battre par le caporal. J'avais le titre de l'individu, mais je n'avais pas son nom. Fait que j'en ai trouvé un nom. Et puis, comme il me fallait des bons aussi, des bons soldats, j'en ai inventé 2. Alors c'est ça. Un coup que mon squelette a été bien fait, là j'ai commencé la rédaction. À partir du début, à partir de la préface, expliquer, là, entre autres, c'est quoi qui a fait en sorte que des individus, des Ukrainiens, hommes, femmes et enfants, aient été internés dans des camps d'internement ou de concentration au travers du Canada. En fait, le manuscrit qui en est ressorti portait le nom de Liberté défendue. Et puis,
Il a gagné le prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue en 1998 et puis a été publié par les éditions Vent d'Ouest. À l'époque de ma recherche, on parlait de 24 camps au travers du Canada. Et dernièrement, on a appris en fait, il y avait 26 camps. Dans le livre Spirit Lake 1915-1917, les 26 camps, ils sont énumérés. C'est certain qu'entre 1998 et aujourd'hui, on a fini par trouver le nom de d'autres personnes qui avaient été enterrées à Spirit Lake et ça paraît dans la nouvelle édition de cette histoire-là. Ça résume pas mal la manière que je me suis pris pour rédiger Eastman l'article. Voyons, Eastman l'article. Spirit Lake. Bon, de toute façon, on vous a invité tantôt à aller à une séance de signature de Gilles. Imaginez-vous de toute façon, parce que les premiers Ukrainiens arrivent en janvier, je pense, arrivent à l'hiver. Le 13 janvier. 13 janvier par le train, ils sont une centaine, je pense. 109. Il fait froid. Et c'est eux autres qui vont bâtir leur propre camp de détention pour eux et pour les 1000 autres qui vont venir après. Puis imaginez-vous, et donc ils deviennent boucherons, et imaginez-vous aussi, je dirais pas ce qu'il y a quand même, mais imaginez-vous aussi quand ils se retrouvent au mois de juin avec les mouches. Hein? Fait que c'est tout ça aussi, il y a tout ce contexte-là qui est mis en œuvre dans le livre de Gilles et ça nous met dans un contexte, on commence à comprendre pourquoi c'est plus l'internement, c'est vraiment de la concentration. Juste avant de terminer, peut-être on va parler avec Éric du centre d'interprétation qui a été créé, on parle un peu de tous ces parties. Le centre d'interprétation, c'est un travail de longue haleine, depuis plusieurs années. Ça a été réalisé dans l'ancienne église de la Ferme. Ça a été restructuré complètement. Donc c'est un musée où on peut, c'est un centre d'interprétation, donc on peut visiter de façon sans guide ou avec guide. Puis on commence vraiment avec l'entrée en guerre du Canada, côté de l'Angleterre. Après ça, toute la question de l'arrestation des étrangers et toute la question de l'internement, de la détention. On met en contexte beaucoup la question de la température, un peu comme on vient de le dire. Ceux qui ont connu, comme moi, des grands-parents qui sont arrivés en Abitibi en 1916, ben, c'était les mêmes conditions, les froids d'hiver épouvantables et les étés pleins de mouches. Mais le camp est vraiment conçu. Les baraquements, c'est des baraquements de planches sur lesquels on avait mis un papier noir. Donc, il n'y a aucune isolation. Les photos historiques qu'on a nous font voir les toitures intérieures qui sont directement qui donnent directement sur l'extérieur. Donc, c'est des conditions de vie qui sont très, très précaires. Et c'était des installations qui étaient surchauffées dehors pour qu'il y ait un peu de chaleur à l'intérieur. Donc, à travers le musée, à travers le centre d'interprétation, on voit un peu la vie. On voit aussi l'immensité dans laquelle se sont retrouvés ces gens-là. Donc, des gens qui ont été pris dans des villes comme Montréal, par exemple, ou dans certains coins de l'Ouest, qui se retrouvent. Donc, comme on est en temps de guerre, on leur dit pas, ben, écoutez, on vous emmène dans tel endroit sur la carte. Et puis, donc, ils sont considérés comme des détenus. On les amène là, puis on leur dit, c'est là qu'à partir d'aujourd'hui, c'est là que vous êtes installés. Donc, ces gens-là, il y a certaines branches de l'expo qui nous montrent, dans le fond, que même parmi ceux qui ont tenté des évasions, puis il n'y avait nulle part où aller. On savait qu'il y avait Amos à côté, parce qu'il y a eu des échanges, on sait qu'à un certain moment donné, parce que le camp de prisonniers lui-même était enclôturé et gardé, mais il y a eu aussi une partie où il y a eu un petit village où des familles sont venues s'installer. Certains prisonniers ont même pu rejoindre des membres de leur famille. Le petit village s'appelle Ilienville. Donc, dans ce petit village-là, il y a des femmes d'Amos qui venaient faire des échanges avec des femmes ukrainiennes
se faire faire, par exemple, de la broderie ukrainienne, des choses comme ça. On faisait des échanges de denrées, on faisait des... Donc on était en temps de guerre, en temps de rationnement. L'exposition, quand on arrive au centre de l'expo, c'est fait aussi pour accueillir les plus jeunes. Donc il y a des appareils interactifs qui nous permettent de mieux comprendre l'époque et de mieux comprendre tout l'esprit de détention. Quand on parlait de liberté, quand on parlait d'être détenu, ben, c'est pas tout d'être là. C'est vraiment une détention. La liberté, c'est pas juste physique, c'est aussi entre les deux oreilles. Donc ces gens-là se sont retrouvés vraiment dans des camps de concentration. On les a concentrés dans un endroit. Et même s'ils auraient voulu sortir de ce coin-là, le seul qui est sorti vraiment et qui est revenu les pieds devant, comme on dit. Donc, il y a Ivan Grigoraschuk qui a été tué dans le secteur de la Sarre lors d'une tentative d'invasion. Mais en fait, il y a trois Ukrainiens qui ont réussi à s'évader, mais on ne connaît pas les noms. Sur une cinquantaine, il y en a trois qui ont réussi. La majorité qui réussissait à quitter le camp, il y avait un certain nombre qui revenaient d'eux-mêmes. Parce que s'ils partaient durant l'hiver, après une nuit en forêt, ils revenaient. S'il avait fait moins de 30. Et la même chose durant l'été. Après une nuit dans les mouches et la swamp, ils revenaient aussi. Il y avait mais sur les, comme vous dites, sur les trois qui se sont évadés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont réussi à s'évader via le chemin de fer? Est-ce qu'ils sont morts en forêt quelque part? Ils sont peut-être ici ce soir. C'est ça. Ils sont venus en Mosie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Gilles ou à Éric sur... Oui. À la fin de la guerre, comment ça s'est passé quand ils ont été libérés à la fin de la guerre? OK. Au niveau de Spirit Lake, suite à une dernière inspection par une personne qualifiée, ils ont décidé de fermer le camp en 1916, en novembre 1916. Et puis, les derniers prisonniers, il en restait à peu près 200 quelques, qui demeuraient encore à Spirit Lake, ont été transférés au camp de Kapuskasing. C'est donc dire qu'il n'y a aucune personne là, issue de cette première vague d'immigrants-là. On n'a pas de progéniture de cette génération-là ici au Québec ou en Abitibi. Ils ont tous été transférés à Kapuskasing. Quand on parle de 1200 prisonniers, c'est un pic de prisonniers. Il n'y a pas eu 1200 prisonniers pendant tout le temps d'internement. Ça a été fluctuant. Et puis, à un moment donné, là, il y a des quand la guerre a commencé, tout ça, il y a des industries qui se sont mis à fonctionner plus à cause de la guerre, qui avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée. Il y a des qui ont demandé à ce que des prisonniers soient libérés pour revenir travailler dans les usines. Il y a des prisonniers qui ont été soit transférés de camp, ou qu'on a fini par se dire, ben, on les détient un peu pour rien, et on va les libérer aussi. Ouais, c'est surtout le transcontinental et les mines qui avaient besoin de main-d'œuvre. Ce qui est assez étrange, c'est que... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Qu'est-ce qui arrivait pour les femmes? Est-ce qu'il y avait des femmes parmi les prisonniers? Bon, les femmes, le village de Lilienville, c'était justement pour abriter les femmes, les enfants, ainsi que les époux de cette famille-là. Au niveau des femmes, des enfants, le seul problème qui touchait, c'était la maladie, quoi. La tuberculose, surtout. D'ailleurs, il y a 22 personnes sont décédées à Spirit Lake. Là-dessus, la femme de Major qui est décédée des suites d'une crise cardiaque est enterrée à Trois-Rivières. Ce qui nous reste 21 prisonniers, dont 2 ont été réenterrés plus tard là, à Amos, au cimetière d'Amos, là où se trouve présentement la cathédrale d'Amos. Donc il reste encore 19 corps au cimetière de Spirit Lake.
Donc les femmes, comme dit M. Mascotte, les femmes étaient vraiment dans le village de Lilienville. Le gouvernement avait une responsabilité envers ces femmes-là aussi, le gouvernement canadien. Donc il y a eu une certaine facilité pour l'éducation des enfants. Il y a eu la possibilité de l'éducation dans leur langue, puis l'éducation de l'anglais. On ne permettait pas l'éducation du français. Il y a eu aussi certains... Mais mon livre est en français. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi, à un certain moment donné, où au lieu de... Il faut dire que il y a eu des relations avec Amos, M. Hector Authier, qui était maire d'Amos. C'est lui qui a fait que le camp s'est retrouvé là, d'une certaine façon. Lui, il surveillait beaucoup de choses, il était au courant de bien les choses. Ce camp-là, normalement, les plans étaient faits pour être installés à Coulet, qui s'appelle aujourd'hui Bellecour. Donc le camp était censé s'installer à Bellecour. M. Authier va faire des manœuvres pour que le camp s'installe près d'Amos, qui est déjà plus développé. Donc, à un moment donné, Monsieur Hector Authier va favoriser des achats, le camp va favoriser des achats du côté d'Amos. Et au niveau des femmes ukrainiennes, par exemple, au lieu que les Ukrainiens, qu'on achète, parce que le gouvernement avait l'obligation d'habiller les prisonniers, les nourrir, etc. Donc, on pouvait, par exemple, faire de la couture aux femmes, acheter le tissu à Amos, faire des chemises pour les hommes, plutôt que de faire venir déjà fait. Donc les femmes avaient cette possibilité-là. Il y avait aussi des dimensions de loisirs au niveau du petit village, puis il y a eu aussi une dimension religieuse qui a été développée. Il y avait plus de monde dans le camp de détention qu'à Amos. Oui. C'était une vache à lait pour les gens d'Amos aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Hector Authier il a fait des pieds et des mains pour avoir le camp de Spring Lake près d'Amos, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les commerçants d'Amos crevaient de faim. On calcule à peu près 200, pendant l'existence du camp, autour de 250 000 $ que ça a fait tourner autour d'Amos. Donc si on met avec l'argent d'aujourd'hui, c'est une somme importante. Ce qui est étrange aussi, c'est qu'il faut dire que l'Angleterre a demandé au Canada de ne pas considérer les Ukrainiens comme des prisonniers de guerre, puisqu'ils avaient fui l'Empire austro-hongrois. Mais le Canada a décrété que c'était des ennemis, et ça a été, pour ceux qui ont connu la troisième époque, c'est-à-dire les mesures de guerre de 1970, c'est la première loi des mesures de guerre qui a été décrétée pour cette période-là. Et c'était sous le gouvernement conservateur. La loi des mesures de guerre, c'est que le gouvernement fonctionne par décret. Donc le gouvernement n'a pas besoin de passer par l'Assemblée pour voter la loi. Il s'assoit, le premier ministre s'assoit avec ses députés, ses ministres plutôt, puis décrète la loi. Donc l'internement a été décrété sans aucune autre obligation par le gouvernement. Bien, alors, Claude. Moi, je voulais savoir qui les nourrissait, mais je le sais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Les femmes ou avec les hommes? Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, les hommes, il faut parler ici de travail forcé. C'est du travail forcé qu'ils faisaient. En tant que bûcheron, entre autres, ou sa main-d'œuvre, charpentier. On les forçait à travailler. D'ailleurs, c'était pas le seul endroit. Dans les provinces de l'Ouest, les prisonniers avaient décidé de se déboucher contre le travail forcé, entre autres. Et puis, on les avait séparés. Et puis, c'est ainsi que les premiers Allemands sont arrivés à Spirit Lake. Des têtes fortes, quoi. Et puis, ce qui a conduit, évidemment, à une grève ici aussi à Spirit Lake. Concernant les évasions, vous avez précisé aussi qu'il y avait tellement d'évasions que les autorités du Caire, à un moment donné, avaient décidé d'engager des civils pour aider les soldats à courir après ceux qui s'étaient évadés. Les soldats étaient tellement zélés qu'ils tiraient même sur les civils qui les aidaient. Ça n'a pas duré longtemps. C'est à une époque aussi où les soldats avaient après leurs armes des baïonnettes. Il y a eu des cas aussi où
il y avait des soldats qui étaient forts sur la baïonnette. Donc, blessaient les prisonniers en piquant avec la baïonnette dans le flanc ou sur les cuisses. Donc, les prisonniers se retrouvaient là, dans une des deux cliniques parce qu'il y avait sur l'installation du camp, il y avait un hôpital un peu plus grand avec un médecin ou un gradé qui était médecin. Et il y avait aussi une petite clinique un peu plus isolée, qui était moins grande, qui servait pour ceux qui avaient des maladies contagieuses, tuberculose, typhoïde. Alors, je remercie Gilles et Éric. Je vous remercie d'être venus ici assister à cet entretien. Si vous voulez en savoir plus, parce qu'on n'a pas tout dit, allez voir Gilles dans 2 minutes. Il va être au kiosque 69, les éditions du Quartz. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours les bienvenus au centre d'interprétation de Spirit Lake. C'est ouvert toute la période de l'été et c'est ouvert durant l'hiver aussi sur réservation. Est-ce que le cimetière existe encore? Le cimetière existe encore, mais actuellement il est non accessible. Est-ce qu'il va le devenir? On essaie.